Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nous accueillons deux groupes d'invités ce matin à la rubrique. Dans un premier temps, nous avons le plaisir de recevoir Edgar Gousse et Madame Ginette Chérubin qui vont nous parler de leurs ouvrages. Et évidemment, c'est dans le cadre de Livres en folie qui sont avec nous ce matin. Et à la deuxième partie de la rubrique Le Point, Herbert Joseph, pour nous parler de l'éducation, sera donc notre deuxième invité. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir accueillis chez vous aujourd'hui. Madame Chérubin, bonjour, bienvenue sur le plateau de la rubrique Le Point de Radio Métropole. Bonjour Wendell, un plaisir de te retrouver. Bonjour à tout l'auditoire de Radio Métropole. Ce qui fait plaisir, c'est qu'aujourd'hui, on va parler de notre sujet. Ah oui, aujourd'hui, on va parler de notre sujet. C'est bien de cibler ce qu'on va dire. Oh, tout à fait. Edgar Gousse, c'est votre deuxième participation à la rubrique Le Point. L'année dernière, vous y étiez pour parler de vos ouvrages. Et vous en avez beaucoup, vous en avez pas mal ce jour-là. Et aujourd'hui encore, il y a 1915-2015, 100 ans dans le ventre de la bête. Ne dites pas à ma mère que je suis une salope, revient. Et le pouvoir du sexe aussi apparemment. Et finalement, nous avons Jeune fille en liberté. Et merci Edgar Gousse d'être avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour Wendell, bonjour au public. Voilà, alors commençons avec Madame Chérubin. Et le ventre pourri de la bête est encore en signature? Il est encore en signature. Disons que les éditions de l'université le vendent encore, puisque c'est l'éditeur. Mais je suis surtout en signature pour un deuxième livre dont on parlera après. Toutefois, il y a deux livres qui sont disponibles et cette fois-ci, à cette 21e édition de Livres en folie. Et le deuxième livre, c'est un recueil de poèmes? C'est un recueil de poèmes et on verra tout à l'heure pourquoi de la politique à la poésie. Un saut. C'était facile pour vous de faire ce choix? Eh bien, je suis rentrée dans l'écriture avec la poésie depuis l'adolescence. Et bon, j'ai publié déjà des poèmes avec un collectif de femmes. Dans La Voix de nos silences, qui était une initiative de la Bangladesh Théa. Et puis là, c'est la deuxième fois que je présente des poèmes. Donc, c'est pas nouveau, c'est pas un saut, c'est un peu une partie de moi-même. Je vis en écrivant aussi. Donc, disons que c'est plutôt le témoignage sur la politique qui a été un accident, je dirais, dans mon parcours dans l'écrit. Un accident parce que, vous savez, j'ai eu 2 incursions en politique. Ce n'est pas vraiment une carrière ni le choix de ma vie. Mais j'ai tenu à témoigner puisque je pense qu'en tant que responsable d'État, il fallait rendre compte, expliquer ce qui s'est passé. Donc, ce témoignage étant fait, je reviens à mes anciennes amours, entre guillemets, et je reviens donc à la poésie. Alors, il y a toujours des coïncidences qui surprennent à la rubrique Le Point. Le ventre pourri de la bête, qui est l'œuvre de Ginette Chérubin, et évidemment, à travers cet ouvrage, vous parlez, vous racontez ce que vous avez vécu quand vous étiez conseillère électorale. En fait, j'ai parlé de plusieurs choses. J'ai parlé de l'expérience vécue en politique, puisque j'ai eu 2 postes politiques. L'expérience vécue en tant que femme et en tant que citoyenne. Voilà, c'est pas seulement sur les élections. Le livre a une dimension un peu plus large et même j'ai eu un regard aussi sur la société haïtienne pour expliquer, de comprendre ce qui se passe, d'expliquer et de comprendre aussi ce qui se passe en politique. Alors vous allez comprendre pourquoi j'ai parlé de coïncidence en faisant allusion à votre ouvrage, Le ventre pourri de la bête, puisque ce matin encore, nous avons le plaisir d'accueillir Edgar Gousse, 1915-2015, 100 ans dans le ventre de la bête. Edgar Gousse, ce livre sera en signature aujourd'hui. Oui, bien sûr, oui. Et le livre parle de l'occupation américaine ou pas? Oui, un peu plus que ça. Bon, le livre, c'est un peu une sorte de bilan, c'est une traversée. Alors, comme je dis toujours, nous sommes des témoins de l'histoire, nous sommes tous des témoins de l'histoire. Et puis, je me suis rendu compte que cette histoire est en train de nous échapper. Alors, pour ne pas me sentir trop complice de cette situation, je me dis, bon, pourquoi ne pas dresser ce bilan
qui s'adresse principalement aux jeunes. C'est une traversée qui part de l'origine jusqu'à nos jours, en prenant compte et parallèlement de toutes les incursions, de toutes les ingérences américaines, de cette arrogance américaine à l'endroit des pays en développement ou sous-développés. Voilà. Vous étiez l'année dernière et vous revenez cette année. Il faut croire que la plume peut finalement nourrir son maître ou pas? Écoutez, il y a d'abord le plaisir de la chose, il y a aussi l'appel, l'écho qui est en chacun de nous, qui nous pousse à être de la traversée. Alors j'y suis et on dit que ce n'a pas été facile. L'an dernier, c'était avec des ouvrages d'une autre dimension, à savoir un roman, La Salope, et puis un autre livre qui est Le pouvoir du sexe, qui est aussi un livre qui a une sorte de traversée, qui disait un peu ce que le sexe, pas le sexe en tant organe, mais le sexe en tant que genre. Enfin, oui, en tant qu'objet à manipuler, de manipulation, peut servir. On a vu le sexe commencer à servir à manipuler des grands hommes politiques et d'autres personnes, comment, positivement ou négativement, l'impact que le sexe a eu pour avoir. Comment le sexe a pu avoir a pu provoquer des répercussions ou politiques, ou économiques, ou sociologiques. J'ai dû puiser à la bibliothèque interdite du Congrès, pour trouver ces informations. Et j'ai joué le même jeu avec ce livre, 100 ans dans le ventre de la bête, où quand même, heureusement j'étais accompagné des jeunes filles en liberté, mais j'ai failli ne pas pouvoir être dans le pays avec ce livre. Pourquoi? Puisque j'en parle, j'ai commencé à en parler, je vais continuer à en parler. J'ai été très surpris à mon arrivée au bureau de l'immigration des États-Unis d'Amérique, à Montréal, d'avoir été interrogé et contraint de dévoiler le contenu, le résumé de mes livres, de ce livre, et savoir pourquoi je dois me rendre en Haïti avec des livres et tout ça. Ça a été tout un long périple, et puis qui m'a un peu choqué. Là. Et la nature de ces soupçons? L'arrogance de ces gens. Seulement ça, à votre avis? 1915, moi j'ai dû faire comprendre que c'est un livre d'histoire pour des enfants, pour des jeunes. Mais comment ils le savaient? Vous les avez avec vous en main ou pas? Comment ils le savaient? J'avais certains exemplaires comme toujours avec moi. J'avais certains exemplaires avec moi, mais je ne sais trop, mais vous allez avec. Est-ce que c'est pour la première fois que vous avez subi cet interrogatoire? Bon Dieu. Au niveau de l'immigration? Question embarrassante, mais la réponse est non. La réponse est non. La réponse est non. En revenant de Cuba, j'ai été interpellé déjà. En revenant de Cuba pour aller au Brésil, j'ai été interpellé. C'est la même chose. C'est le même prétexte. Ok. Et on ne va pas aller trop loin puisque ce n'est pas l'objet de votre présence ici. Et souffrez un petit peu, Madame Chérubin. Je ne souffre pas. C'est un plaisir d'écouter M. Gouste. Oui, surtout qu'il raconte des choses, et pas des faits insolites, mais quand même des histoires apparemment intéressantes. Mais alors, vous avez combien de livres en signature cette fois-ci? Bon, actuellement, il y a les 100 ans dans le ventre de la bête. Il y a, comme vous dites, il y a cette traversée de l'histoire. Il y a aussi Les jeunes filles en liberté, qui est un roman. Les 100 ans, c'est un genre d'essai. C'est un genre d'essai où l'analyse de certaines situations sont analysées. Le roman Jeunes filles en liberté, c'est un roman nouveau. C'est une histoire de jeunes filles. Et puis, vous voyez bien, c'est un livre, j'ai été porté d'interdire la lecture de ce livre au plus de 40 ans. Oui, j'arrive pas à comprendre. Oui, vous l'avez dit vraiment. Et vous pouvez nous expliquer, interdit au moins de combien? Au moins de... Non, au moins de 13 ans, c'est évident. Mais c'est pas là, non? Ah oui, bien sûr, interdit au moins de 13 ans et au plus de 40 ans. Et jeune fille en liberté. Interdit au moins de 13 ans, ça veut dire quoi? Bon, écoutez, c'est des enfants, cette histoire ne les concerne pas. C'est une histoire qui concerne des demoiselles un peu plus de 13 ans, parce qu'il s'agit de cette fille, de cet nombre de jeunes filles haïtiennes qui racontent d'abord leur première aventure amoureuse. C'est sympa, ces petits coups et tout ça, là. Oui, mais pourquoi interdit également au plus de 40 ans? Écoutez, il y a des acteurs de premier rang sont également des hommes de plus de 40 ans. Ils sont largement concernés. Il ne faudrait pas qu'ils se sentent trop choqués. Mais ils sont des acteurs un peu plus sensibles que ces jeunes.
Après 40 ans, on est un peu sensible. Les hommes concernent plus de 40 ans. Il y a aussi des femmes qui sont, aussi des femmes de 40 ans aussi, qui sont des mères, qui sont un peu complices de cette situation. Mais c'est une réalité typiquement haïtienne. Moi, ce livre a été conçu l'an dernier, en moins d'une semaine de séjour en Haïti, ça a été conçu, j'ai fait face à cette réalité du bon Dieu. Donc, jeune fille en liberté interdite au moins de 13 ans et au plus de 40 ans, c'est-à-dire, je dois m'abstenir. Mais au moins vous êtes avertis. Je vous avertis les gens. Hein. Il n'y a pas d'hypocrisie là-dedans. Je vous avertis. Vous prenez le risque, même les jeunes filles. La clientèle, les gens qui ont acheté chez moi, j'ai rencontré des personnes de 25 ans qui sont venues acheter chez moi. Ils sont achetés jeunes filles, des gens de 13 ans. Il y a même une fille, quand je la voyais, elle dit écoute, non, tu as lu ça, elle dit oui, mais vous avez dit moins de 13 ans. Et moi, j'ai 13 ans. Oui. Ah, il dit bon Dieu. Alors, ce sont des jeunes. Alors, vous êtes avertis, vous prenez le risque. Écoutez. Oui, si quelque chose de bien oui, arrive, si vous vous sentez choqué par la suite, ne dites pas l'auteur choque. Il ne faut pas le dire. Je sais que c'est des choses, il y a des choses qui vont choquer. Permettez que je demande à Mme Chérubin une réaction. À mon âge? Non, jamais. Ah bon, je pensais que vous non, vouliez savoir si non, je suis jamais. éligible. Je suis haïtien, je connais les choses. Si elle est éligible, écoutez, pas elle de juger. Bon, je ne sais pas si elle est éligible, mais quand même elle est avertie. Et interdit au moins de 13 ans et au plus de 40 ans, ça ne fait pas un choc sur vous? Bon, excusez-moi, mais je pense que c'est une très bonne publicité aussi, parce que ça va éveiller la curiosité. Bon, interdit au moins de 13 ans, on peut comprendre. Mais quand il dit interdit au plus de 40 ans, alors là, les plus de 40 ans vont plonger sur le livre. Ils vont chercher à savoir pourquoi vous leur interdisez l'accès au contenu. Vous voyez? Donc, c'est intéressant comme approche. Ce n'est pas l'objectif, pourtant. Ce n'est pas l'objectif. Peut-être pas. Non, tout simplement, moi, je sais, très sincèrement, il y a un message qui est véhiculé. Vous dit, je connais cette qualité, je suis fait partie de la tranche d'âge. Je dis, bon, ce sont des acteurs sensibles. Hein. Les gens vont se sentir choqués. J'ai écrit des choses. À Montréal, j'ai fait des choses en entrevue à Montréal. Les gens disent, ce bonhomme-là, ça donne tous les castigs possibles. Sauf en tant qu'écrivain. L'écriture n'a pas de barrière, n'a pas de limite. Mais c'est comme la pensée. De choquer non plus. La pensée, on ne peut pas limiter la pensée. Voilà. On ne peut pas empêcher un oiseau de prendre son vol, c'est impossible. On ne peut pas interdire un poisson de nager dans l'eau. Il y a des choses qui sont impossibles. Oui, ce que j'allais dire. En tout cas, j'ai trouvé que ça a été intéressant. Est-ce que tu as fait exprès de choisir deux auteurs qui parlent du ventre de la bête? Non. Coïncidence heureuse. Coïncidence, hein? Oui. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, est-ce que ton livre a un rapport avec celui-là? C'est le même auteur. Bon. Et je n'ai pas pu donner trop d'informations parce que je ne connaissais pas le livre. En tout cas, Monsieur Gousse vient de nous parler de cette traversée. Ce que j'aurais dit, il me semble qu'entre le moment où il a écrit le premier livre et le moment où mon livre a apparu, le ventre est devenu pourri. Mais je pense qu'on parle du même ventre. Parce que là encore, il parle d'ingérence et c'est l'une des tares aussi que moi-même je décris, que je présente dans mon livre. Donc je pense que quand même, les titres ne sont pas pareils, mais dans cette traversée, il y a des événements, où je ne sais pas s'ils se complètent, ils sont peut-être même répétitifs, je ne sais pas. Mais je pense que l'un confortera ce que dit l'autre. Parce que je pense vraiment que parlant d'Haïti et de son parcours, de la corruption, de l'ingérence, de la malice haïtienne et tout ça, je pense que quand même il doit y avoir des points communs. Donc entre le ventre, comme je vous dis, et le ventre pourri, il y a quand même une certaine évolution. Parce que le ventre a pourri depuis. Non, pour que le ventre puisse pourrir, il faut que le ventre évolue. Il faut, alors nous souhaitons que maintenant son évolution va aller dans un autre sens. Et je dis toujours que j'ai choisi cette métaphore parce que le ventre, à la fois, il peut être un haut lieu de décomposition, mais il peut être un lieu de composition et de nouvelles naissances aussi. C'est un réceptacle de vie. Donc moi, j'ai dit que j'ai dénoncé certaines choses, mais c'est pour qu'on soit conscient, justement, de l'état de cette pourriture du ventre et qu'on travaille maintenant à changer le ventre pour cette nouvelle vie, cette nouvelle Haïti. Voilà maintenant pour le nouvel ouvrage. Les poèmes de Ginette Chérubin dégagent le souffle éruptif de son identité haïtienne, de cette Caraïbe ouverte à tous les vents du monde. Pas à tous les ventres, mais à tous les vents. Ah non, heureusement pas. Oui, à tous les vents du monde. Et c'est comme si on me parle d'un volcan. Je suis un volcan. Je n'osais pas le dire. Je n'osais pas le dire. Non, c'est parce que je fais tout ce que je fais avec beaucoup de passion. Et bon, là, les gens vont découvrir une nouvelle dimension de moi-même. D'ailleurs, plusieurs personnes m'ont dit « Ah, je ne connaissais pas cette dimension-là ». Moi, je trouve qu'en fait, je pourrais dire qu'une vie ne suffit pas pour moi, vraiment. Je sens que j'ai tant de choses à dire et à faire que c'est un peu trop court pour moi, une vie. Donc, mais quand même, j'arrive, ou du moins, je tente de la remplir au mieux et de dévoiler justement ces nouveaux aspects
cette nouvelle dimension de moi-même. Vraiment un volcan à cause de ma passion. Et c'est avec beaucoup de passion que j'ai écrit ces poèmes que vous allez lire. Et des poèmes qui touchent plusieurs sujets, en fait. Par exemple, qui touchent les problèmes d'environnement. Je me rappelle que j'ai pleuré quand on a eu ce désastre à Font-Verrette. Il y a un poème qui est consacré, qui s'appelle d'ailleurs Font-Verrette. Le tremblement de terre, comment être haïtien et ne pas parler du 12 janvier. Il y a un poème sur le 12 janvier. Il y a des petits poèmes, des souvenirs d'enfance, par exemple Papillon Saint-Jean, Bobo Capitaine, Vacances Province. Parce que le livre est écrit, il y a des textes en français et en créole. Mais il y a un peu de tout. Parlant de traversée, c'est un peu la traversée d'une vie. Et puis viennent aussi les poèmes sur l'amour, des poèmes érotiques qui parlent de déception, qui parlent aussi de plénitude. Donc voilà, c'est très diversifié, un petit livre, mais vraiment très diversifié. C'est Ginette Chérubin, plusieurs dimensions, des facettes à découvrir aussi. Vous êtes en train de découvrir une, par exemple. En tout cas, Ginette Chérubin, disons, allons dire 3 dimensions, c'est 4. Une femme, en plus de l'homme, elle a la vie qu'elle porte, et c'est ce qui va être en plus que peut-être certains hommes. Donc Ginette Chérubin, d'abord, en gros, une femme qui essaie de faire de son mieux pour être très épanouie et donc réussir ces nouvelles dimensions, lesquelles la dimension de citoyenne engagée, c'est ce qui m'a conduit d'ailleurs dans les espaces de pouvoir, la dimension de femme en tant que mère, femme en tant qu'épouse et compagne, j'essaie aussi de la combler au mieux. Et puis, Ginette Chérubin, la professionnelle. Donc, allons dire qu'il y a au moins ces 3 dimensions pour résumer un peu ce parcours-là. Et ça, en décidant de commencer à publier mes poèmes et d'entrer franchement dans l'écriture à partir de cette résidence que j'ai eue à Paris, je veux me donner un peu plus de temps à moi-même maintenant. J'ai élevé 3 fils, famille monoparentale puisque divorcée. Je suis professeur à l'université, je donne un peu de mon savoir aux jeunes. Et j'ai pratiqué aussi la profession d'architecte, surtout avec l'ISPAN. Maintenant, je veux un petit peu plus penser à moi-même. Et ce petit temps-là va être consacré à Ginette. À Ginette. Oui, c'est ce que je veux faire. Ça ne veut pas dire que les autres sont éteints. Et les autres dimensions que je vais les éteindre ou les tuer. Je suis toujours une compagne et j'espère que si mon conjoint était là, il aurait dit ce qu'il pense de cette compagne. Je suis mère, je suis grand-mère. Donc, vous voyez, les dimensions, il n'y a pas de rupture. C'est une continuité dans la vie. Et ces dimensions s'entrelacent parfois. Sauf que je veux donner un peu plus de temps à moi-même et à dire parler de mon vécu profond, parler de mon moi profond, c'est ce que je fais dans ces textes. Alors, la nouvelle Ginette, c'est celle qui... Non, elle n'est pas nouvelle. C'est une dimension qui avait été refoulée et qui émerge. Je vous prie de m'excuser. Elle était en apnée et puis là, je respire. Voilà. OK. Maintenant, vous allez... En fait, si Dieu le veut, évidemment, vous allez pouvoir participer chaque année à Livre en Folie. Il y aura toujours une nouvelle œuvre de Ginette? J'espère bien parce que, comme je vous dis, j'ai beaucoup de textes poétiques, beaucoup de poèmes. Je vais les publier au fur et à mesure. D'ailleurs, ce livre-là s'appelle Pépite 1 parce qu'elle annonce une série. Mais je suis sur un roman aussi que j'avais commencé depuis 2010 et que j'ai arrêté pour publier Le ventre pourri de la bête qui s'appelle Terre en transe. Il est en pleine évolution et je pense qu'à la prochaine édition de Livre en Folie, c'est ce qui sortira. Merci, Madame Ginette Chérubin. Le pouvoir du sexe. Ne dites pas à ma mère, que je suis une salope. Et aujourd'hui, 1915-2015, 100 ans dans le ventre de la bête. Et ce nouveau titre, Jeune fille en liberté. Revenons encore une fois, permettez que je revienne sur l'année dernière, votre participation à Livre en Folie. Quels étaient donc les livres les plus vendus? J'ai été un peu déçu, comme je dis toujours, parce que je crois avoir signé beaucoup de salopes, enfin, salopes, ne dites pas que je suis une salope. Et la déception venait du fait que par la fin, j'ai appris que le pouvoir du sexe figurait parmi les 4 livres les plus vendus à Livre en Folie. Alors ma déception, comme je m'accrochais davantage aux jeunes, je voulais m'approcher davantage des jeunes, je croyais pouvoir diffuser un peu la salope. Donc c'était le contraire? Oui. Et surprenant aussi? Cette année, je ne sais pas si le même scénario va se reproduire parce que mon livre, les jeunes ont beaucoup acheté, les jeunes filles. Et je ne sais pas si la clientèle qui s'intéresse aux 100 ans, je misais surtout sur le 100 ans, mais il y a quelques-uns qui ont été vendus.
pour votre première participation, alors vous voulez dire? Alors, les 100 ans, pour les 100 ans journée. maintenant, là, hein, la première journée. Oui. Et aujourd'hui encore, vous allez aller en folie? Oui, j'y suis. Je vais y rendre là, mais j'y suis déjà. Là. Vous y êtes déjà. Alors, c'est quoi le dernier mot? Gina Chérubin, Edgar Gous, Gina Chérubin, qu'est-ce que... Je peux lire un petit texte rapidement, j'ai pas le temps. Si c'est pas long. Non, ils sont pas longs. Demandez à M. Gous en attendant que je mette mes lunettes. Oui. À mon âge, il Lire faut des quelque lunettes. chose aussi, comme Oui. une minute là. Ah, vous avez dit à votre âge. Oui. Ah, elle ne pourra pas lire là. Je ne veux pas le dévoiler, mais je peux Elle ne dire pourra un pas petit lire âge. chez les jeunes filles alors là, hein, dans ce cas. Ah bon. Eh ben, Elle n'est pas éligible, hein? Je ne suis Donc, pas de éligible. toute façon, si on dit d'elle qu'elle est très jeune, elle va être contente. Non, pourquoi? Alors ça, c'est une caricature. Pourquoi vous faites ça, Wendell? Non, parce que je ne peux pas me permettre de vous demander quel âge vous avez. Mais la jeunesse, n'est pas que physique, elle est intérieure. Hein? Tout à fait. Intérieurement, vous êtes très jeune, madame. C'est une question... Je le crois. Oui. Mais- Et le sourire le dit aussi. Hein? Votre sourire dit, elle est très jeune. Merci beaucoup. En tout cas, je vais voir. Malgré Jeune, ce n'est pas une l'interdiction. question d'âge, mais une question c'est le d'état cœur d'âme. et Voilà. d'état d'âme. Oh, oui. Voilà. Alors voilà, j'ai choisi un petit texte là qui s'appelle Guédé Banda. Le corps réclame sa part belle. Il s'embrase d'incandescence. Le souffle guédé s'approprie de nos êtres. Le corps ravit sa part belle. Sens débridé, poil hérissé, coup de rein banda, où l'ellipse se fait prisme, triangle ou parabole. Toutes lignes confondues. Quadrature du cercle. Barrons la croix en bandition. Dans un tempo crasé, brisé, sel, poivre, aigre doux, sucre amer, toute saveur fouettée, la vie flirte avec la vie. Le temps fuit vers l'infini, telle une asymptote folle. La vie frôle la mort au seuil d'éternité. Nos corps exultent dans des pépites de feu de camp. Merci, madame. C'est beau. Merci, Wendell. Ça m'a touché. Ah, merci, c'est pas Je suis interdit. touché. Il n'y a pas d'âge. Et vous nous dites quelque chose aussi rapidement et... Bien sûr, petite lecture, juste un petit brin de... Voilà. Et notre histoire, somme toute, est en train de nous échapper. Dans un demi-siècle, qu'en sait-on, les glorieuses épopées de nos aïeux à la crête à Pillon et Vertière ne seraient que fumée sans feu. Et le pays n'existerait plus en tant que nation libre, souveraine et indépendante, mais deviendrait plutôt une basse-cour où les États-Unis se promèneraient comme des renards libres dans un poulailler libre pour étouffer en fin de compte notre héroïsme agonisant. L'histoire, dans l'intervalle, nous aura tous jugés, à commencer par vous et moi. Alors je ne veux pas être complice de cette chose, voilà. Voilà pourquoi vous écrivez. Et si on parle de vous comme un artiste, comme un écrivain engagé, vous diriez quoi? Ben, c'est ce qu'on a toujours dit. On l'a toujours dit. L'engagement, c'est quoi? Ben, tout écrivain est engagé. L'écriture, déjà, est un engagement. Mais sauf que moi, politiquement, socialement, j'ai eu tous les titres du monde, mais je suis engagé politiquement, socialement. Je n'ai pas le choix. Merci Edgar Gous, c'était un plaisir de vous Merci entendre ce infiniment. matin. Madame Chérubin, merci. Comme vous le savez, c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur le plateau de la rubrique Le Point. Un plaisir d'avoir été avec vous, Wendell. Merci au public. Voilà, On vous attend d'ailleurs à Libre en Folie. À Libre en Folie Nous aujourd'hui. serons là encore aujourd'hui. c'est ça. Vous avez suivi, madame, monsieur, la première partie de la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre intérêt. Ne quittez pas, on vous revient. Et au retour, on accueillera Herbert Joseph. On va parler, en quelque sorte, éducation. Ne quittez pas, on vous revient tout de suite, après la pause. Merci. Le Point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Machete Tony. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Et comme annoncé, nous accueillons monsieur Herbert Joseph, président FBLA, Haïti, chapitre Haïti. Et monsieur Joseph, bonjour. Bonjour Wendell, c'est un plaisir pour moi d'être sur le plateau de cette rubrique Le Point de Radio Métropole. Merci de l'invitation. FBLA, chapitre d'Haïti, c'est quoi? Bon, FBLA, c'est un sigle qui tient pour Future Business Leaders of America. C'est une organisation à but non lucratif qui existe aux États-Unis depuis environ 73 ans. Alors, des étudiants américains, moi, votre serviteur, j'ai eu l'honneur de conduire des équipes
d'étudiants américains, des compétitions et conférences qui ont gagné pas mal de prix. Cette association contient plus d'250 000 d'étudiants. C'est la plus grande association d'étudiants dans le monde de ce type. Chaque année, alors le summum de cette organisation, c'est une conférence annuelle et compétition dans le domaine des affaires. Donc, je crois que même le président Obama est un alumni de FBLA. Cette organisation, puisque j'ai travaillé aux États-Unis, est tellement prestigieuse, a donné tellement de succès, j'ai décidé d'adhérer, d'appliquer pour Haïti, pour qu'Haïti soit un membre de FBLA. Et depuis 3 ans, c'est notre 4e participation cette année, nous avons une équipe d'étudiants de 7 écoles différentes, l'Institution chrétienne d'Haïti, le Collège de Côte-Plage, le Centre d'études Lumière, Notre-Dame des Petits, le Collège Notre-Dame des Petits, et le Collège Marie-Régine, ci-devant les Sœurs Salésiennes de Carrefour, et les frères Univers, frère Raphaël, Catherine Flon. Donc ce sont les directeurs, nous réfèrent leurs meilleurs étudiants. Parce que justement, j'allais vous demander quels sont les critères d'éligibilité ou justement, parce que quand même, vous venez de citer quelques écoles, et il n'est pas que ça. Alors, vous avez besoin de combien d'élèves pour participer à cette conférence? Il n'y a pas de limite, vraiment, parce que nous sommes un membre comme l'État de Californie qui accompagne environ 1200 à 1300 élèves chaque année. Nous autres, nous venons de commencer. La première année, en 2012, nous avions seulement 19 élèves de l'Institution chrétienne d'Haïti. C'était le commencement. Personne n'allait nous accompagner. Mais la deuxième année, nous avions invité plus de 45 écoles à Carrefour. Seulement le Collège de Côte-Plage allait en pair avec nos exigences. Donc, 10 élèves de Collège de Côte-Plage et 12 élèves de l'ICDH étaient en Californie pour représenter Haïti. Et cette année? Et l'année dernière, nous avons eu 6 écoles qui étaient à Nashville. Et cette année, nous avons environ 40 élèves qui seront à Chicago pour représenter l'équipe haïtienne. Critère d'éligibilité, c'est que nous autres, nous ne voulons pas présenter une apparence de partisanerie ou bien de petits copains. Alors, nous avions demandé au directeur d'école de nous référer, d'organiser un examen chez eux et de nous référer les meilleurs élèves. Arrivés chez nous, ils subissent un examen d'entrée et une formation continue, c'est vraiment strict, de rigueur, pendant une année, en leadership, en anglais. Avant 5 mois, ces élèves doivent pouvoir s'exprimer, avoir une commande de la langue anglaise pour pouvoir participer à un concours international. Ce n'est pas cet anglais de I am you are. Il faut vraiment pouvoir présenter en anglais, discourir en anglais et tout ça. Et on a 5 mois pour faire ça. Et jusque-là, ça marche. Et ensuite, le reste du temps, c'est pour avoir une formation en affaires. Parce qu'on n'enseigne pas les affaires en Haïti. Les élèves américains, dès la 7e année fondamentale, commencent à étudier des cours comme introduction dans le monde des affaires, comptabilité, marketing et tout ça. Mais en Haïti, nous n'avons même pas un cours jusqu'à la philo en affaires, même quand le pays est ouvert aux affaires. Donc, nous avons seulement quelques mois, 2 ou 3 mois, à vraiment les introduire pour pouvoir passer des examens. Cette année, nous allons participer à plus de 15 compétitions. Conversation publique, c'est-à-dire présentation publique 1 et 2. Comptabilité et d'autres sujets assez importants en affaires. Donc, nos membres sont déjà prêts. Nous finalisons les séances d'entraînement pour pouvoir participer. Bien sûr, des personnes nous demandent pourquoi nous n'avons pas encore gagné. Et justement, juste avant, vous avez dit 40 étudiants vont participer et vous aurez aussi à participer à une quinzaine de conférences internationales. Oui. Et où chaque étudiant aura à faire montre de sa performance, de sa prestation. Nous avons des groupes, pas seulement un étudiant par compétition. Par exemple, il y a des compétitions ou des groupes de 2 qui exigent un groupe de 2 ou 3 étudiants pour en faire partie. OK, ce sera aux États-Unis, dans quel État? À Chicago, nous étions déjà à l'ambassade américaine. L'un de nos sponsors, de nos parraineurs, c'est l'ambassade américaine, puisqu'ils ont compris le programme, ils ont accepté, ont jaugé les élèves. Voir pour le niveau de formation de ces élèves,
la philo ou la réto Bon, on commence de la 3e jusqu'à la réto, parce que la philo, il y a un conflit sur les examens. Les examens commencent environ vers le 22 juin et nous laissons Haïti le 24 juin pour retourner le 4 juillet. Donc, dès le départ, nous savons... Ça veut dire que ces enfants-là auront passé un mois aux États-Unis? Non, environ 12 jours, 12 à 13 jours. Nous laissons le 24 juin et nous retournons le 4 juillet. Qu'est-ce qui fait la différence entre votre programme et d'autres qui existent déjà? Bon, je ne suis pas vraiment au courant des autres programmes, que leurs valeurs et tout ça. La différence, c'est que, premièrement, d'après nous, la FBLA d'Haïti, le chapitre d'Haïti, on ne révère pas, on n'apprécie pas trop l'excellence. C'est-à-dire, si les élèves performent très bien, bon, ok, c'est très bien, c'est ce que vous devriez faire. Mais on ne célèbre pas l'excellence. Alors, on a choisi de célébrer l'excellence. De les porter au succès et surtout le leadership, parce que nous ne pouvons pas continuer à nous plaindre qu'il y a un manque de ressources humaines, de leadership en Haïti, si nous ne sommes pas prêts. Après même au milieu de ma carrière aux États-Unis comme professeur, je me plaignais que comment ça se fait en Haïti, on doit faire ceci, on doit faire cela, mais j'ai pris la décision d'amener cette organisation en Haïti et de pouvoir la porter à un niveau national où beaucoup plus de jeunes auront l'opportunité de voir ce qui se passe. Parce qu'en ce temps où nous vivons, un jeune Haïtien de 15 ans, 16 ans est en pleine compétition avec un jeune Japonais de 15 ans et de 15 à 16 ans, ainsi qu'un jeune Américain. Donc il faut leur donner l'opportunité de ce qu'on appelle le benchmark, de comparer leurs aptitudes, leur connaissance, expérience avec les autres jeunes du monde, soit peut-être à Cuba, République dominicaine, États-Unis. Nous autres, nous avons choisi les États-Unis. C'est là que je vis et j'ai présenté le programme, c'est accepté. Dès que l'enfant n'a pas un problème au niveau parental, soit que les parents sont en situation irrégulière ou pas aux États-Unis, le consulat, jusqu'à présent, nous a gratifié de visa parce que nous respectons nos paroles, parce que les enfants retournent toujours. Oui, et si jamais ils ne retournent pas? C'est difficile à y croire parce que nous avons tout un système de sécurité, les prévenant de rester. Bien sûr, nous les encourageons à retourner aux États-Unis pour étudier. Nous avons plus de 5 étudiants que nous avons soutenus pour retourner le visa américain et d'avoir un visa d'étudiant, un statut d'étudiant international, à nos frais, bien sûr. Nous sommes pour les étudiants de vivre aux États-Unis si c'est possible, mais légalement. Et là, vous partez bientôt avec une quarantaine. Et ces enfants-là, qu'est-ce que vous exigez de l'école ou de leurs parents pour qu'ils puissent participer au programme? Nous les soutenons, les élèves, nous les soutenons à un niveau de 85 à 90% financièrement. Donc, les parents donnent une contribution, pas petite, mais une contribution. Cette année, les nouveaux élèves ont contribué près de 4 000 $. Pour le billet d'avion, c'était environ 1 500. Hôtel, 5 étoiles, transport et tout ça. Plus, durant l'année, l'instruction est gratuite, même quand c'est mon frère et moi qui ont conduit l'enseignement. Et ils ont, à Carrefour, bon, les élèves ne pouvons pas apprendre s'ils ne mangent pas et chaque jour nous leur donnons de la nourriture et nous n'avons pas de soutien comme aux États-Unis. Le gouvernement fédéral, local et de l'État soutiennent ces genres d'activités. Mais ici, malgré nos demandes au secteur privé et à l'État, nous n'avons aucune forme d'aide. Donc c'est sur nous l'organisation que nous avons aux États-Unis, les membres et tout ça. Parce que nous avons des membres de New York, New Jersey, Connecticut, de la Géorgie, et qui vont les entourer et surtout s'assurer que nos élèves viennent, participent et retournent chez eux. Peut-on revenir sur le sens, sur la définition du sigle FBLA, c'est Future Business Leaders of America. En français, ce serait? Ce seraient les futurs leaders en affaires des États-Unis d'Amérique, mais ça évolue maintenant. Il y a plus de 8 pays étrangers. Haïti a été le premier pays à être adhéré à ce programme international. Donc ici, nous l'appelons Future Business Leaders of America, le chapitre d'Haïti.
Et une fois le cycle ou encore la formation terminée, vous remettrez à ces élèves-là, à ces étudiants, un certificat ou un... Oui, une médaille, un certificat de participation. Et ensuite, nous travaillons avec leurs parents pour voir, parce qu'il y a un problème en Haïti, le problème d'éducation supérieure. L'université de l'État n'a pas un pouvoir d'accès pour pouvoir recueillir tous les élèves, les postulants. Donc, c'est la République dominicaine ou autre. Nous autres, si les parents peut-être sont en mesure de soutenir un peu, à une parité réduite, nous les encourageons, les aidons à aller aux États-Unis. Alors, jusqu'où le papier ou la médaille pourrait, par exemple, contribuer à ouvrir les portes du marché du travail à ces enfants-là? Bon, généralement, maintenant, dans le monde du travail, ce n'est pas un papier qui va vous faciliter. Ce sont les connaissances. En Haïti, si vous avez une maîtrise, une commande de la langue anglaise et surtout des connaissances en affaires, il y a beaucoup de travail. Même dans les organisations non gouvernementales, ce sont les compétences qu'on réclame. Vous pouvez avoir tous les papiers du monde. Si vous ne devez pas vraiment vous exprimer en anglais, vous ne devez pas vraiment comprendre le monde des affaires, passer une entrevue, ça ne va pas vous amener trop loin. Donc, si je crois bien comprendre, c'est que vous avez un espace d'accueil ici en Haïti où vous recrutez les jeunes, vous les formez aussi, et arrivé à un certain moment de la durée, vous partez avec eux. Oui, c'est ça. Et ces enfants-là avec lesquels vous travaillez viennent de différents établissements scolaires de la place? De la place. Maintenant, nous sommes en train c'est-à-dire de parler, d'interviewer, d'avoir des entrevues avec d'autres écoles qui sont intéressées à la capitale. Et nous avons des écoles qui sont intéressées à Hinche, Petit Gouave, Cap-Haïtien, pour voir si nous pouvons installer le programme. Mais c'est une question de formateurs. Nous avons 3 moniteurs maintenant qui nous aident. Il y a des gens que nous avons formés. Parce qu'on doit savoir le programme. Ce n'est pas une question de parler anglais, on doit savoir le programme. En 5 mois, d'avoir quelqu'un qui ne parle pas un mot d'anglais, pouvoir avoir une maîtrise, c'est tout, il faut le faire. Il y a tout un outillage. Est-ce que le ministère de l'Éducation reconnaît le travail que vous faites? Bon, nous avions soumis l'acceptation d'Haïti au dernier Premier ministre, l'ancien M. Lamotte. Il nous a rencontrés à New York et il a même participé à une fête que nous avions eue. Il nous avait donné une participation de $2500. Nous avons soumis tous les papiers à l'Éducation nationale. Je crois que c'était le ministre Pierre, Sauveur, comment s'appelle-t-il? Mais le nom c'était Pierre. Et c'est avec surprise que j'ai appris que l'actuel ministre de l'Éducation nationale a dit qu'il n'a pas eu vent de ce programme, alors que nous sommes dans le pays, dans tous les médias, et en sortant d'Haïti avec 40 étudiants, et dire que le gouvernement n'est pas au courant, bon. Oui, mais c'est à vous quand même d'aider le ministère à savoir que vous êtes là, que vous existez. Oui, nous les invitons à tous nos programmes, nous les avons soumis les documents. Je ne pense pas que nous pouvons faire rien d'autre. OK. Herbert Joseph, président FBLA, chapitre d'Haïti. Donc, vous prévoyez donc de partir bientôt avec 40 enfants? Oui, c'est bientôt, c'est le 24 précisément. Et nous allons retourner le 4 juillet où nous allons avoir une grande fête. D'ailleurs, vous êtes déjà invité hein, à Royal Oasis International. Donc, les parents seront là, les parraineurs, les autres médias sont déjà invités. Le ministre de l'Éducation nationale et le Palais national sont invités. Donc, formellement, parce que quand même... Formellement, oui, avec reçu et tout ça, avis de réception. C'est ça. Eh bien, merci infiniment. Je vous souhaite du succès, Herbert Joseph, président de FBLA, chapitre d'Haïti. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté d'être avec nous ce matin. C'était un plaisir. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Herbert Joseph, président FBLA, chapitre d'Haïti, était notre deuxième invité de la rubrique Le Point. Merci de nous avoir acceptés chez vous. Passez une bonne journée avec Métropole et à la semaine prochaine. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à
à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Machetti Tony.